tu dois voir quand ça commence à finir. Si ça devient la rouge dans quelques instants, tu pourras démarrer. C'est bon. C'est bon. Bonsoir tout le monde. Bonsoir les membres du jury. Docteur Nelson Sylvestre, docteur Salomon Jean et les pétrins Jacqueline Jean-Gilles et toute l'audience. Donc, on a cette soutenance qui a pour sujet étude juridique des conditions des enfants en situation de rue à Port-au-Prince, Haïti, au regard des principes de la Convention des droits de l'enfant de 1989. Une étude dans le centre urbain de Port-au-Prince. Sans plus tarder, je vais passer la parole à l'impétrant Jacqueline Jean-Gilles, qui a quelques dizaines de minutes pour faire valoir les résultats de sa recherche. Merci, Monsieur le Président, de l'autorisation de présenter ce travail de recherche qui s'intitule « Étude juridique des conditions des enfants en situation de rue en Haïti, au regard des principes de la Convention des droits de l'enfant de 1989, une étude dans le centre urbain de Port-au-Prince ». Ce travail a été réalisé sous la supervision du professeur Nelson Sylvestre, à qui je dis publiquement merci pour sa disponibilité et la qualité de son encadrement. Et je dois également remercier le staff administratif et professoral de l'IUS. Comme il est indiqué en titre, ce travail porte sur le phénomène des enfants en situation de rue qui ne cesse d'attirer l'attention de nombreux observateurs dans le monde, tant sur les aspects juridiques de la question par rapport à, je dirais, par rapport aux enjeux auxquels ce phénomène expose l'ensemble des sociétés. Dans le contexte haïtien, la question de l'enfance en situation de rue reste une véritable problématique pour beaucoup de municipalités et l'IBERS en particulier. En effet, pour certains édiles, agir face à ce phénomène amène à répondre non seulement à des exigences en matière de droits humains, mais également à des préoccupations d'ordre sécuritaire, c'est-à-dire en matière de prévention à la délinquance juvénile et à la sécurité publique en général. D'où, Monsieur le Président, le sens de cette recherche portant sur les conditions des enfants en situation de rue dans le centre urbain de Port-au-Prince au regard des principes de la Convention des droits de l'enfant de 1989, ratifiée par Haïti. Sur 4 principes fondamentaux interconnectés se basant sur la non-discrimination de l'enfant, son intérêt supérieur, ses droits de vivre, de survivre, de se développer et d'être entendu, c'est-à-dire de participer. Tout cela se trouve exprimé à travers les articles 2, 3, 6 et 12 de la Convention des droits de l'enfant. Cette étude, Monsieur le Président, se base en gros sur le constat des conditions d'évolution de ces enfants dans la rue qui, dû à leur statut particulier de personnes vulnérables, n'auraient pas dû y être, vu qu'ils sont au quotidien exposés à des scènes de violence, les unes plus macabres que les autres, dont des actes de lynchage, d'enlèvement, de braquage, d'incendie, etc. Ainsi, un tel environnement au centre urbain de Port-au-Prince, où ces enfants sont hors de toute structure de protection, en plus d'être contraire aux principes de la CDE, ne peut que conduire, Monsieur le Président, ces enfants, nombreux de ces enfants, à être impliqués dans des activités liées à la délinquance, voire à la criminalité urbaine. Ainsi, les réflexions émises sur ces enfants les considèrent d'une part comme des victimes qui subissent toutes sortes d'abus, et d'autre part comme des gens exploités qui, dû à leur vulnérabilité et leur immaturité, participent à l'insécurité urbaine. Face à toutes ces considérations,
cette étude avait formulé comme question de recherche pourquoi ces enfants se retrouvent-ils en situation de rue au centre urbain de Port-au-Prince, Monsieur le Président. Cette question de recherche étant décortiquée, a amené à considérer les structures de prise en charge autour de l'enfance en Haïti, passant de la famille, c'est-à-dire les divers parents, jusqu'à l'État, en vue de permettre une protection effective de l'enfance, comme il est d'ailleurs réclamé à travers la Convention de 1989, dont l'État haïtien est pourtant... Sachant en effet, comme me rappelait souvent mon encadreur, M. Sylvestre, que tous les enfants rencontrés en situation de rue ont des parents, ont des géniteurs comme tous les autres enfants, et qu'il existe en Haïti une structure étatique chargée même de veiller à la protection sociale. Cette recherche avait donc formulé comme tentative de réponse à ce phénomène une hypothèse principale selon laquelle le phénomène des enfants en situation de rue est dû à l'ensemble des difficultés socio-économiques auxquelles font face la plupart des structures familiales dont sont issus ces enfants. Et une hypothèse secondaire, vu que la place de tout enfant est chez ses parents, de personnes responsables ou à défaut en institution de substitution sous le contrôle de l'État. Ainsi, la présence de ces enfants dans la rue témoigne également de la faiblesse de ce système de protection sociale contrôlé par l'État. Par ailleurs, à part la recherche de vérification de cette double assertion, cette étude s'était donnée pour objectif principal de démontrer de la part de l'État la nécessité d'adopter des stratégies mieux adaptées en termes de politique de protection et de protection sociale en vue d'atteindre les familles de conditions socio-économiques pauvres et précaires. Et comme objectif secondaire, de démontrer de la part de l'État la nécessité de doter son mécanisme institutionnel des moyens nécessaires en vue de son efficacité dans ce secteur. Dans le but d'analyser et de comprendre le phénomène des enfants en situation de rue au centre urbain de Port-au-Prince, cette étude avait utilisé une approche dite qualitative. Et en support à cette dite approche, elle avait eu recours à la technique de documentation afin d'analyser le cadre administratif et légal prévu sur la protection de l'enfance. Et en vue de collecter, comme dirait M. Providence, de collecter des informations de première main, elle a eu recours à la technique d'entretien semi-dirigé conduit à partir d'enfants rencontrés in situ, c'est-à-dire en situation de rue. Et comme technique, elle avait utilisé, autre technique, elle avait utilisé celle dite d'observation en vue de mieux appréhender certains éléments de réponse non trop bien expliqués par les enfants dans leur réponse. Ce mémoire comporte 4 chapitres qui sont à leur tour subdivisés en sections et sous-sections. Dans le premier chapitre, ils sont dégagés les aspects théorico-conceptuels et méthodologiques du travail. Le deuxième chapitre présente le cadre juridique international de l'évolution des droits de l'enfant, passant de la déclaration de la LDN de 1924, dite déclaration de Genève, jusqu'à celle de l'ONU de 1959, et particulièrement celle de 1989, faisant de l'enfant un sujet de droit à part entière. Le troisième chapitre porte sur le système national de protection de l'enfance en Haïti, faisant le point sur tout ce que l'État haïtien a mis en œuvre par rapport aux textes internationaux relatifs à l'enfance et à la protection sociale en général. Le quatrième chapitre de l'étude communique les résultats et analyse des données, et communique les résultats et analyse des données de terrain collectées à partir des entretiens qui ont été conduits au centre urbain de Port-au-Prince. Comme résultat, Monsieur le Président, cette étude
cette étude avait rencontré 3 groupes d'enfants. Un groupe composé d'enfants qui sont en situation de fugue ou en situation de transition à cause de différents ROND, à cause de différents qui les opposent avec des membres de leur quartier et qui peuvent y rester si ces différends ne sont pas résolus. Un autre groupe d'enfants, ceux qui font le va-et-vient entre la rue et leur maison familiale. Ceux-là, ils sont pour des raisons de survie. Et un troisième groupe, ceux qui vivent totalement en situation, ceux qui vivent totalement dans la rue, ceux qu'on appelle les plus endurcis. Ceux-là font partie participent dans l'insécurité urbaine selon les enfants qui font le va-et-vient entre leur maison familiale et la rue. À part, Monsieur le Président, à part des garçons, nous avions également rencontré des filles en situation de rue. Elles étaient au nombre de 9, 16 garçons et 9 filles. Tous ces enfants rencontrés en situation de rue proviennent, Monsieur le Président, en gros, de zones marquées par la pauvreté et la précarité, de zones marquées par la promiscuité, la violence, l'absence d'infrastructures étatiques en termes de services sociaux de base, où les gens se trouvent totalement livrés à eux-mêmes, sans encadrement de l'État, même en matière de policiers en certains lieux. Comme raison évoquée par ces enfants, ils y sont non par pur plaisir, mais par besoin. Entendez par là, Monsieur le Président, à la recherche de survie individuelle et familiale à cause de parents en situation de maladie, de handicap, incapables donc de continuer à travailler, à cause de l'insécurité, donnant lieu à de nombreux déplacés forcés, à cause de bagarres dans les seuls kiosques d'eau ou fontaines publiques disponibles, à cause d'accusations pour des cas de viol, de vol, etc. À retenir comme renseignement, en toile de fond, Monsieur le Président, après analyse, selon les cas rencontrés, la pauvreté et la précarité en constituent les 2 éléments majeurs. Et si ces informations obtenues, traitées sous forme de renseignements, ces renseignements conduisent à la vérification, non seulement à la vérification, mais également à la confirmation des hypothèses qu'effectivement le phénomène des enfants en situation de rue est dû à l'ensemble des difficultés socio-économiques auxquelles font face la plupart des structures familiales dont sont issus ces enfants. Et leur présence dans la rue témoigne également de la faiblesse du système de protection sociale de l'État. In fine, Monsieur le Président, dans ses contributions, cette étude a montré si ces enfants dans la rue sont victimes de toute forme d'abus, s'ils en font en participant à l'insécurité urbaine, ce n'est parce qu'ils sont en situation de rue, qui reste d'ailleurs une réalité contraire au principe de la CDE. Ainsi, pour que l'État, en tant que responsable par excellence de la bonne marche du corps social, puisse se rapprocher des principes de la CDE en Haïti, il faudrait, dans la mesure du possible, je le dis bien, dans la mesure du possible, qu'il intervienne sur l'ensemble des facteurs participant à ce phénomène, comme l'a démontré d'ailleurs cette étude. Ce travail, Monsieur le Président, comporte certes ses limites pour n'avoir pas pu, par rapport à la conjoncture globale actuelle, n'avoir pas pu accès à des institutions de l'État, telles que l'IBERS et le CERMICOL, en vue de vérifier certaines informations concernant des enfants de la rue qui seraient appréhendés pour leur probable liaison à des réseaux de malfaiteurs. Il serait donc souhaitable que d'autres chercheurs viennent pousser plus loin leurs investigations sur ces aspects et ceux non encore élucidés, tels par exemple, je vous le dis, tels par exemple des cas de probables pratiques d'enlèvement d'enfants de la rue par et pour des industries évoluant dans le noir. Il reste à investiguer, car le jeu en vaut vraiment la chandelle, Monsieur le Président, puisque s'agissant à la fois de l'ensemble des droits fondamentaux de l'enfant et de la sécurité même de la communauté.
Monsieur le Président, honorables membres du jury, je m'arrête ici, tout en me mettant disponible à vos questions et commentaires. Je vous en remercie. Merci, Jacqueline, Jean-Gilles, et pour ce éloquent. Et je crois que c'était éloquent. Maintenant, on va passer la parole au docteur Jean Salomon, qui a bien des questions, des remarques, sur le travail de l'EPA et qui aurait pour but de nous éclairer davantage sur la valeur académique de ce travail. Docteur Salomon. Oui, bonsoir. Merci, merci de m'avoir accordé la parole. Et je remercie les membres du jury. Je remercie aussi tous ceux qui nous suivent. Et je trouve que l'Apitra a été très éloquent. J'ai vu son travail est vraiment dense. Et là, je vais faire des remarques du point de vue de la forme d'abord. Et en lisant le travail de l'Apitra, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est la bonne version qui m'a été envoyée. J'ai vu que c'est écrit projet de mémoire. Du coup, c'est comme si on m'a envoyé le projet. Alors, on ne m'a pas envoyé le mémoire. Je ne sais pas s'il y a une différence entre... Je pense qu'il y a une différence entre le projet et le mémoire, mais là, c'est écrit projet de mémoire. Je ne sais pas qui... je ne sais pas pourquoi c'est un projet. C'est-à-dire que pour l'instant, je n'ai pas encore le mémoire, bien entendu. Et ensuite... et sur le plan de la forme, j'ai dû... Alors, quand on va au tableau, c'est vraiment basique, mais après, et quand un pénétrant présente les listes des tableaux, après, il met un grand P pour dire, par exemple, page 16, page 18, c'est un grand P majuscule. Et, mais le plus grand problème du point de vue de la forme, c'est l'utilisation de la virgule que je ne comprends pas, vraiment. C'est pour la première fois que je fais face à l'utilisation de la virgule. Par exemple, dans le résumé de son mémoire, et particulièrement si je prise 1, 2, 3, 4, 5, 6, particulièrement à la sixième phrase, sixième ligne, je ne peux pas dire sixième phrase, pardon. Je lis un peu, en effet, virgule, dû à tout un ensemble de facteurs les conduisant dans la rue, virgule, la présence de ces enfants dérange la plupart des citoyens, virgule, qui, virgule, souvent. Alors, du coup, j'ai du mal à comprendre l'utilisation de la virgule, en fait. Et, par exemple, quand avant qui et après qui, avant qui il y a une virgule et après qui il y a une virgule. Du coup, je n'ai pas trop compris cette utilisation abusive un petit peu de la virgule. Et toujours, si on va directement à la page, alors pas concernant la virgule, mais à la page 2, deuxième paragraphe, où il utilise, par exemple, je ne sais pas si c'est une interrogation, par exemple, conçoivent-ils également très mal? Alors, je précise où exactement. Alors, non. C'est à la page 2. On va directement au troisième paragraphe. C'est le début du troisième paragraphe où il commence la phrase. Conçoivent-ils également très mal? Alors, conçoivent-ils également très mal le fait de voir ces enfants alors, dans un coin de rue? Alors, apparemment, il parle des policiers, des agents de sécurité. Mais pourquoi conçoivent-ils? Il y a des fautes de frappe, il y a beaucoup de fautes de frappe, bien entendu. Mais ce qui m'interpelle le plus, c'est l'utilisation de la virgule.
Et je continue encore parce que parce que je trouve que c'est répétitif. Et je reste toujours à la page 3. Page 3. Est-ce que je pourrais, après le titre, est-ce que je pourrais appeler ça le deuxième paragraphe? Ça commence par composer, alors bien entendu, et que si on prend en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je crois que c'est la 7e ligne. Alors, je prends la phrase. Cette étude porte donc, virgule, alors porte donc, virgule, sur les conditions des enfants. C'est-à-dire que quand on considère que porte donc, après donc il y a une virgule, sur les conditions des enfants en situation de rue à Port-au-Prince, virgule, qui, virgule, alors je voudrais, je ne sais pas si, avant d'aller plus loin, je voudrais demander à Alain Pétran une explication de l'utilisation des virgules que je ne comprends pas trop. Et tu es... Oui. Je suis là, professeur. Vous pouvez continuer. Hein. Alors, oui. L'abus des virgules. Alors oui, parce que les virgules, et notamment, je ne sais pas, et on doit notamment les utiliser dans des... Alors, c'est là, faisons les règles grammaticales, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Si tu as une explication, tu me le donnes. Si tu ne l'as pas, on va poursuivre. Oui, professeur, oui. D'accord, tu comprends et oui, je pense... D'accord, tu dois prendre en compte, parce que moi, je ne sais pas si les autres membres du jury ont fait la même remarque que moi, mais en lisant le mémoire, ça me pose problème, parce que je ne comprends pas trop. Alors, cette étude porte donc, virgule, sur les conditions... Alors, je dis... Quoi? Sur les conditions des enfants en situation de rue à Port-au-Prince, virgule, qui, intercalé entre deux virgules, qui, dû à leur statut particulier, partout où ils se présentent, ils sont en conséquence chassés et battus impunément. Oui. C'est sans aucune forme de protection. Est-ce que la virgule pied, ça permet de souffler un peu, ça permet... Je ne sais pas. D'accord, tu utilises la virgule juste pour souffler. Et... non. C'est pour une meilleure lecture, quoi. Non, les virgules, en général, il y a, je sais pas, je peux pas reprendre mes leçons grammaticales, mais après, oui, il y a quand même, ce genre de choses, mais non. Oui. De toute façon, c'est à revoir. Et on voit, par exemple, si on va, je sais pas, à la page 4, et parfois ça empêche d'aller au fond, hein, parce qu'on est tellement perturbé par les virgules, parce que les virgules, quand même, c'est très important. Et si on va à la page 4, la page 4 commence par face à toutes ces considérations, virgule, bon. Alors là, par rapport à ces groupes d'enfants, cette étude a formulé pourquoi ces enfants se retrouvent-ils en situation de rue, etc. Mais quand on commence avec le paragraphe, qui commence par cette question de recherche, si on va à la dernière phrase, une hypothèse principale et une hypothèse secondaire, point. La principale s'énonce comme suit. Mais pourquoi après principale, il y a une virgule? Parce que normalement, c'est la principale qui s'énonce. Et on pourrait dire que peut-être, je ne sais pas, si on va entrer dans... Là, on est vraiment dans la grammaire pure. La principale, qu'est-ce qui s'énonce? C'est la principale. Pourquoi il y a une virgule entre la principale et s'énonce? Ouais. Alors, et c'est... Là, tu vas prendre ça en compte. Je ne vais pas continuer parce que à un certain moment donné, je me suis dit que, bon... il suffit tout simplement de le signaler et puis après, tu vas en prendre compte. Mais le moment, il est vraiment... Oui. Oui, professeur, vous avez pris séance. Je n'ai pas le droit de faire du tac au tac avec vous. Je prends note de ce que vous dites pour pouvoir les intégrer dans le texte. D'accord, il n'y a pas de souci.
En ce qui rapporte toujours du point de vue de la forme, approche méthodologique qualitative. D'accord, qualitative. Qu'est-ce que vous entendez par approche méthodologique qualitative? Vous avez le droit de répondre. Ah, pardon, tu as le droit de répondre. Ah, je dois répondre directement. Oui, oui, tu veux répondre. Eh ben, c'est pas l'approche quantitative utilisant des mathématiques, des chiffres, des calculs. L'approche qualitative tient à recueillir des opinions, par exemple, à voir comment les gens pensent à partir d'une problématique donnée, voir comment les gens comprennent les choses. Pour eux, quel sens, quelle signification ils donnent eux-mêmes à telle réalité donnée. C'est ça, l'approche qualitative. Merci. D'accord, merci. Alors, j'ai oublié de formuler une remarque critique sur... alors, bien entendu, il y a beaucoup de critiques. Je vais pas prendre trop de temps sur une inégalité aussi entre les parties, notamment les sections, parce qu'il y a des sections qui sont au moins quelque part, et d'autres qui sont plus longues, etc. Mais là, je vais directement au fond, parce que c'est le fond qui m'intéresse le plus, parce que moi, j'apprécie le mémoire, et tu as fait un travail dense, et il y a beaucoup de généralisations, beaucoup d'histoires, moins de contextualisation, particulièrement en Haïti. En ce qui a trait aux causes de la présence des enfants, bon, je ne suis pas dans la rue, à la rue, peu importe, c'est très bien traité les causes. Là, franchement, j'ai aucun problème avec les causes. Mais j'aimerais savoir, parce qu'en fait, cette convention, moi personnellement, que je n'ai pas lue, que prévoit-elle pour empêcher? Est-ce que la convention prévoit, je ne sais pas, est-ce que c'est un instrument dans lequel il y a des choses qui empêchent que les enfants soient dans la rue? D'abord, parce que pour que les enfants, alors bien entendu, en ce qui a trait à la convention, je pense qu'il y a la prévention. Il y a la prévention, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont prévues pour éviter que les enfants soient dans la rue, et il y a aussi des choses qui sont prévues si les enfants sont dans la rue, qu'est-ce qu'on doit faire? Cette convention ne prévoit pas ça. Alors, docteur, oui. Il y a l'article 19 oui. portant sur, par exemple, protection contre les mauvais traitements et la négligence. Alors, ça, je prends un exemple. Mais c'est toute la Convention, en général, à travers tous ces articles, qui met l'État face à l'État, l'État et la famille face à leurs engagements, qui engagent l'État et la famille d'abord, l'État, pour que ces genres de choses n'arrivent pas. C'est une convention portant sur des engagements que tous ces acteurs doivent prendre pour éviter de pareils phénomènes, par exemple. Au niveau de l'État, il y a des structures. Dans le mémoire, je suis allé très loin par rapport à certaines mesures, par exemple, que l'État avait prises. Par exemple, en entrant, bon, vous m'évitez à entrer dans des considérations générales. Alors, l'État a pris la résolution d'entrer dans ce qu'on appelle l'ouverture des c'est le dada du professeur Providence, M. Célimène, je crois. Ouverture des barrières tarifaires. En termes économiques, ça a eu des répercussions, des incidences sérieuses sur l'économie locale. Et tant d'autres choses. Et décourageant le simple cultivateur, l'agriculteur. Et beaucoup d'enfants, ce sont des fils de paysans qui laissent la campagne pour venir s'installer dans les zones quartiers périphériques de la capitale, vu qu'ils n'arrivent pas à concurrencer face à cette affaire de pépère, toute cette question, hein, toutes ces choses qui viennent envahir le marché. Beaucoup d'entre eux viennent s'installer dans les quartiers précaires, dans les quartiers populaires, au centre-ville. Et tant d'autres choses. Là j'ai bien compris, ça c'est la cause indirecte, un petit peu plus lointaine des causes directes. Par exemple, alors, là, moi personnellement, j'ai une conception très très critique des droits de l'homme, parce que les droits de l'homme, c'est vrai que ça paraît beau, ça paraît idéal,
Mais les droits de l'homme, c'est quelque chose qui coûte tellement cher, il n'y a qu'en majorité les pays développés qui puissent les mettre en pratique. Parce que ça coûte beaucoup d'argent, en gros. Et quand tu parles des enfants, parce que le mémoire a plus un aspect d'ordre sociologique ou anthropologique que juridique, parce que c'est un très bon mémoire du point de vue très sociologique. Parce que du point de vue du droit de l'enfant, même si les parents sont pauvres, même si les parents ne peuvent pas envoyer leurs enfants à l'école, il appartient à l'État, du point de vue du droit de l'homme, de prendre ces enfants, de les placer, de les éduquer et de faire respecter leurs droits, par exemple à la santé, etc., de leur donner à manger ou tout autre. Alors, du coup, dans le cadre de cette convention, dans la mesure où les parents ne peuvent pas s'en occuper, est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues au niveau des institutions étatiques pour prendre ces enfants en charge? Il y a l'IBERS, l'Institut du bien-être social et de recherche. Comment, ouais. En termes d'encadrement, en termes de prise en charge de l'enfance, en termes d'encadrement de la famille. Parce qu'on ne peut pas dissocier l'enfant du cadre familial. À chaque fois qu'on voit un enfant, on doit voir rapidement la famille. Non, là, je t'arrête principalement parce que ici, alors, parce qu'en matière de droits de l'homme, quand la famille est dans l'impossibilité de s'occuper de son enfant, on peut le dissocier de sa famille. C'est-à-dire qu'il y a des familles, en aucun cas, l'enfant ne peut pas y rester, parce que en aucun cas, l'enfant ne peut pas y rester. Il faut absolument, pour que les droits de cet enfant soient respectés, que l'État prenne cet enfant. Du coup, alors, le principe, je peux être d'accord que l'enfant, en principe, ne peut pas être dissocié de sa famille, mais si, au sein de sa famille, de manière dérogatoire, aucune condition n'est réunie pour que l'enfant reste dans la famille, du coup, il faut qu'il y ait une institution qui soit mise en place pour prendre cet enfant à charge. Très bien, docteur. C'est dans le cadre de l'intérêt supérieur de l'enfant. L'article 9 de cette convention dit que les enfants ne doivent pas être séparés de leurs parents, sauf si ceux-ci ne les élèvent pas correctement. C'est le cas lorsqu'un parent fait du mal à un enfant ou ne s'occupe pas de celui-ci. Les enfants dont les parents ne vivent pas ensemble doivent pouvoir rester en contact avec leurs deux parents, sauf si cela leur fait, sauf si cela leur fait du mal. Là, sur ce point, parce que dans d'autres pays, qu'est-ce qu'on fait? Si les parents ne font pas du mal aux enfants et que le seul problème est la pauvreté, du coup, l'État fait en sorte que les parents reçoivent, que les parents aient à certains droits sociaux, tels que droit au logement et droit à un minimum d'argent ou autre chose et droit à l'éducation gratuite pour que les enfants et pour que les droits de ces enfants soient respectés. Alors, dans notre cadre en Haïti, qu'est-ce qui est prévu? Je crois on a ratifié la convention, mais on ratifie tout. On essaie de mettre en place des institutions, on essaie de faire tout théoriquement. Mais qu'est-ce qu'on prévoit pratiquement pour prendre ces enfants en charge? Parce que là, ce que j'aime bien dans le mémoire, c'est que tu as fait une très bonne description de la réalité de ces enfants, tu en as parlé des causes et même des conséquences, mais du point de vue institutionnel, qu'est-ce qui est prévu pour les encadrer, mais qu'est-ce qui n'est pas fait? Qu'est-ce qui fait qu'ils soient dans les rues? Et s'ils soient dans les rues, qu'est-ce qu'on doit faire légalement pour éviter qu'ils soient dans la rue? Pas du point de vue économique, social ou autre, mais légalement. Je suis d'accord économiquement ou sociologiquement, mais après, légalement, qu'est-ce qui est prévu? Vous dites que lorsqu'on voit les enfants dans la rue, qu'est-ce qui est légalement prévu pour les encadrer, pour les prendre? Oui. Pour les charger. Je vous avais dit qu'il y a l'IBERS qui est là pour ça, pour prendre en charge les enfants. Sous le régime du Duvalier, François Père, beaucoup plus, alors c'est en réticence au travail que je me suis rendu vraiment compte
de tout ce qu'avait fait ce régime, surtout François Duvalier-Père, hein, en termes social, en termes je dirais, puzzle, pour arriver à socialement prendre en charge les gens souffrant, qui sont dans la précarité, qui sont dans la pauvreté, tout ce qui avait été mis en œuvre. Il y avait des centres médico-sociaux, il y avait tout un package en ce sens pour arriver à prendre en charge les démunis, les gens qui ne sont pas capables de boucler la boucle, d'arriver à vivre décemment. Des gens qui vivent dans l'indigence, vous voyez, économiquement et socialement. Mais maintenant, les enfants qui sont en situation de rue ou les enfants victimes, eh bien, ils peuvent être encadrés par des groupes je dirais, des ONG, des gens, des militants dans le cadre veillant sur les violations des droits de la personne et porter plainte et même encadrer, parce que l'État a signé ce document, a signé cette convention. Maintenant, si l'État n'arrive pas à prendre en charge ses responsabilités, on peut porter plainte contre l'État. Parce qu'il y a même l'Office de protection du citoyen qui est là pour toutes ces choses. D'accord. C'est pas bien, c'est pas du tout normal que si on a quelque chose, il faut bien le respecter. Il faut mettre en œuvre tous les mécanismes nécessaires. Si on dit que l'IBERS est là pour ça, il faut lui donner, il faut octroyer à cette institution tous les moyens nécessaires pour que cette institution puisse véritablement jouer son rôle, jouer sa participation. Pour finir, je vais pas monopoliser. Comme c'était moi le rapporteur critique, du coup, je pense qu'il y avait l'air de poser toutes les questions que j'estimais nécessaires. Alors, cette institution que tu appelles IBERS, c'est ça? Parce que je trouve qu'on est vraiment en théorie, puisque et tout à l'heure, quand tu parlais d'ONG, c'est-à-dire que l'État a vraiment failli. C'est-à-dire que pour protéger les droits de l'enfant, que ce soit de manière préventive, c'est-à-dire pour éviter qu'il soit tombé dans de telles situations, et le fait qu'il soit dans de telles situations, s'il faut faire appel à des ONG, c'est-à-dire que l'État a vraiment failli à sa mission. Du coup, cette convention-là, c'est comme si elle reste lettre morte dans le système haïtien. Alors, je ne vais pas monopoliser le débat. C'était mes principales questions par rapport à ton mémoire. Du coup, je laisse la parole je donne le micro au président et j'espère que j'ai pas pris trop de temps pour. Oui. Merci, docteur Salomon. Merci pour votre intervention. Et sans plus tarder, le temps nous fait la guerre. Avant d'intervenir, j'ai des remarques, mais avant, je passe la parole au docteur Sylvestre. Docteur Sylvestre, vous avez la parole. Oui, merci, docteur Lindor, pour la présidence. Et merci également au docteur Salomon pour ses précisions, ses remarques pertinentes. Et félicitations à Jacqueline qui a pu rejoindre la barque, parce qu'à un moment donné, je pensais que Jacqueline n'allait pas pouvoir être là, mais heureusement, il a fait l'effort et il a reçu l'autorisation de faire le dépôt. Alors, une première précision, c'est que le docteur Salomon, et bon, c'est peut-être chez moi le problème, et je considère souvent un document soumis par un étudiant, et c'est toujours un projet. Et après la présentation devant jury, si le document est accepté et évalué positivement, le projet se convertit en mémoire. Donc, c'est pourquoi il a mis projet de mémoire au lieu de mémoire. D'accord, merci. Mémoire après la soutenance. Donc, c'est peut-être la précision que je voulais faire sur ce point-là. Mais c'est le bon document. C'est le bon document. Et deuxième chose, je crois que le docteur Salomon a hautement raison, Jacqueline. Et je ne sais pas si tu me suis. Et effectivement, je te l'avais dit,
Et Jacqueline, en réalité, est un passionné des études, mais surtout un passionné de cette thématique. Je ne sais pas si c'est par rapport à des expériences vécues ou des expériences observées, mais c'est vraiment un passionné. Il a également une qualité qui, la plupart du temps, peut se transformer en défaut. Il est très volubile. Il y a une difficulté chez lui de faire l'adéquation entre l'écrit et l'oral. C'est-à-dire parfois son style, c'est vrai qu'on dit que le style est personnel, mais ce style parfois confond ce qui est admis oralement de ce qui est admis à l'écrit. Donc je pense que mais sa capacité n'est pas à démontrer. On peut le voir, on peut le noter en parlant. Donc en gros, Jacqueline, par sa passion, est très volubile. Donc il parle, il aime argumenter et je pense que c'est bon, ça part comme qualité, mais c'est bien Jacqueline d'admettre que par moment, il y a un excès qui se fait en introduisant trop de ponctuation. Et c'est-à-dire ça nuit la compréhension, ça nuit le lecteur. Donc il faut l'admettre. Et nous allons faire en sorte pour que le document final reflète bien ta capacité. D'accord? Donc, sur ce point, on se met d'accord. Mais je voudrais, Monsieur le Président, si vous me le permettez, de faire quelques ajouts concernant le travail. En réalité, c'est un travail de qualité sur le plan du fond, à bien des égards sur le plan de la forme. Et par exemple, la bibliographie présentée par Jacqueline, étudiée, et si vous voulez consulter, c'est une biographie de qualité. C'est vrai que parler des enfants de rue est davantage du ressort de la sociologie, mais comme Jacqueline œuvre dans le droit, il a voulu justement faire une étude juridique. Moi-même, j'entends par étude juridique, et on l'avait débattu justement avec Jacqueline, et c'est une étude basée sur la pratique du droit. Sur la pratique du droit. C'est pourquoi le squelette même de son travail met en relief les deux formats généralement admis pour une étude juridique. C'est-à-dire partir du haut et vers le bas et partir du bas vers le haut. Donc, les formats subord et supraordination. Donc, je pense que par moment, Jacqueline a voulu aborder la thématique en partant de la famille. Ça, c'est le bas, parce qu'on dit que la famille, c'est la base et la cellule de base de la société. Mais par moment également, il a cherché à développer la thématique à partir du haut, c'est-à-dire à partir de l'État et de ses institutions. C'est pourquoi il a cité IBERS et d'autres institutions. D'ailleurs, j'avais passé un document à Jacqueline sur le centre Charmical, centre haïtien de réinsertion des mineurs en conflit avec la loi. En Haïti, la tendance est souvent de considérer les enfants de rue comme des enfants en conflit avec la loi. Le fait même pour un enfant de se retrouver dans la rue, c'est comme si l'enfant est en conflit avec la loi. Et par suite, on prend les actes justement posés par ces enfants-là. Parce qu'ils sont des enfants de rue. Et bien, ces enfants-là épousent la cause de la rue. Et par la cause de la rue dans un système, dans une société marquée par la pauvreté, par le désordre, par le non-respect des règles, des principes, mais finalement, on peut même qualifier des actes perpétrés par ces enfants-là comme des actes de banditisme. Et aujourd'hui, en Haïti, on assiste à cela. C'est-à-dire des enfants de rue aujourd'hui, eh bien, des entre guillemets, bandits de demain. Et en Haïti, on parle même bandits au pouvoir, bandits dans les institutions, bandits dans les rues. Donc, il y a une difficulté
pour poser le problème des enfants de rue à la vérité dans le cadre d'un travail scientifique, d'un travail académique. Donc, en fait de pratique du droit en Haïti, il y a une difficulté. Il y a comment fonder un foyer en Haïti? Ce n'est pas trop réglementé. Comment assumer des responsabilités de parents en Haïti? Ce n'est pas réglementé. Que fait l'État? Comment est-ce que l'État le fait? Et comme l'a si bien dit le docteur Salomon, si une famille est en incapacité de répondre à ses exigences envers ses enfants, eh bien qu'il y ait des institutions qui prennent en charge. Et cela devrait se faire sur la base de la loi. Elle a dit, on sait très clairement quelle est la responsabilité d'un père qui abandonne un enfant devant l'État. Quelle est la responsabilité d'une mère? Bon, on ne va pas rentrer dans le débat pour dire que l'État doit contrôler la vie privée des gens, mais que les gens soient responsables également. Donc, il y a une difficulté. Donc, ce que Jacques a cherché à mettre dans ce travail-là, c'est la médiation, l'arbitrage, la représentation et la défense des intérêts de ces enfants-là. Mais c'est une difficulté d'aborder. Et à un moment donné, il ne savait quoi faire. Parce que je lui avais dit, bon, et tu dis centre urbain de Port-au-Prince. Bon, la question des enfants de rue, aujourd'hui, c'est également un problème en milieu rural. Et pendant longtemps, on ne voyait pas ça. Mais aujourd'hui, tout échappe au contrôle des scientifiques, il me semble, autant que les problèmes sont difficiles. Donc, sur cette base, Jacqueline, il faut prendre en compte les remarques pertinentes du docteur Salomon pour améliorer le texte avant son dépôt. Donc, sur cette base, je m'arrête là. Je voulais tout simplement attirer l'attention de l'auditoire sur ces éléments. Donc, encore une fois, félicitations à Jacqueline, félicitations au docteur Salomon pour ses remarques et merci, Monsieur le Président, docteur Lindor, pour la présidence. Merci, docteur Sylvestre. J'ai quelques remarques. Et sur le fond et sur la forme, j'ai vu la formulation de l'hypothèse me donne l'impression du déjà vu, parce qu'on s'attend dans un travail universitaire que l'étudiant contribue à apporter de nouvelles connaissances et que en lisant que la situation des enfants de rue est reliée à des facteurs socio-économiques, donc ça me donne l'impression du déjà vu. C'est déjà connu par tout le monde que c'est lié aux facteurs socio-économiques. Donc j'aurais aimé qu'il y ait quelque chose de nouveau, mais ce n'était pas le cas. Et je n'ai pas vu également un cas théorique fort, un concept théorique qui aurait guidé qui aurait guidé tout le travail. Je n'ai pas vu ça. Et donc, l'étudiant n'a pas pu arracher le sujet au social pour lui donner un caractère universel. Donc, c'est flottant lorsque je lis le travail. Également, quand l'étudiant parle de méthode qualitative, là, j'ai pas vu que c'était vraiment présenté sous forme de travail qualitatif et que la méthode d'analyse n'a pas été identifiée. Donc, ce sont des remarques sur le fond. Sur la forme, comme avait déjà souligné le docteur Salomon, j'ai vu qu'il y a un sérieux problème de ponctuation. Et déjà dans le titre, donc sur la page de couverture, donc on a le titre qui est terminé par un point. Généralement, et par souci d'esthétique, il est conseillé d'utiliser des signes de ponctuation. Et donc, ça donne l'impression que ce n'est pas un titre. Et le problème que j'ai eu,
c'est qu'il y a des mots qui se répètent dans la formulation du titre. Donc, il y a mot étude qui se répète 2 fois, enfant 2 fois, Port-au-Prince 2 fois. Donc, il semble qu'il faudrait penser à reformuler en manière très simple pour captiver le lecteur. En lisant la page de couverture, le lecteur doit être dans sa peau pour continuer à feuilleter le document. Et puis, j'ai vu que le document n'est pas tout à fait dans le format demandé par le canevas de l'IES, surtout en ce qui concerne la page de couverture. La page de couverture est précédée par une page de titre, mais cette page de titre est incomplète. Et la pagination n'est pas correcte. Donc, il faudrait avoir page III et non pas page I à la page de remerciement. Donc, il faudra corriger ça. J'ai vu également que l'étudiant n'a pas pu faire une distinction entre sigles et abréviations. Dans la liste des sigles et abréviations, donc il faudra présenter différemment sur les sigles et des abréviations. Par exemple, on a PNH, donc ça devait être P majuscule, N majuscule, H majuscule. Donc, mais ce n'est pas le cas. Donc, il faudra penser à mettre en majuscule les sigles et les abréviations. C'est seulement le premier mot qui doit être en majuscule. Donc, il y a ce petit problème-là dans la liste des sigles et des abréviations. Pour les tableaux, j'ai des petits problèmes avec les tableaux, et notamment tableaux 1 et 2. Je ne comprends rien dans ces tableaux qui ressemble plutôt à une catastrophe méthodologique. Donc, il y a toute une phrase bien longue dans les tableaux. Je ne comprends pas ce que l'étudiant voulait faire avec les titres, concepts, dimensions et indicateurs. Donc, c'est confus. Il faudra penser à nettoyer les tableaux, notamment les tableaux 1 et 2. Il y a un petit problème avec la manière de présenter les titres. Et, par exemple, on a introduction avec 2 points. Je ne sais pas pourquoi on a 2 points après introduction. Donc, il y a ces éléments-là. Donc, il faudra également plus de marge à gauche. Je n'ai pas vu plus de marge à gauche. Donc, lorsqu'on aura à imprimer le document. Il y a des paragraphes trop longs, des paragraphes de 16, de 22 lignes, des fautes d'orthographe, des mots qui sont coupés par le signe de trait d'union, je ne sais pas pourquoi. Il y a également une mauvaise application des adjectifs cardinaux. Je ne sais pas pourquoi on a 25 enfants et on a le chiffre 25. Donc, il y a des règles de grammaire pour savoir quand il faut écrire en chiffres ou en lettres, et pas les deux à la fois. Le format APA n'a pas été vraiment maîtrisé par l'étudiant. Par exemple, dans les citations à l'intérieur du texte, j'ai vu nom, prénom, année et puis la page. Donc, à l'intérieur du texte, lorsqu'on cite, il faut seulement indiquer le nom. On ne met pas le prénom de l'auteur. On ne met pas également opere citato dans le format APA. Donc, si on doit répéter une même page, on répète tous les éléments, nom, virgule, et année, et puis on répète la page. Donc, on n'a pas besoin d'écrire opere citato. Il y a des passages qui sont en italique dans le texte. Il y a plein de pages où c'est en italique, il faudra enlever les italiques.
il y a des tailles de police différentes dans le texte, ce n'est pas 12. Dans certains cas, c'est 10. Et la bibliographie également mérite que l'on revoie. Je ne vois pas ce qu'on appelle en anglais hanging. Il faudra avoir les premiers mots suspendus lorsqu'on présente la bibliographie. Et notamment, je souligne que le format APA indique qu'il faut utiliser le mot référence et non pas bibliographie. Et puis la table des matières, c'est pas beau à voir, il faudra repenser. Donc il y a des types, des chapitres qui sont trop longs, il faudra repenser tout ça. Donc c'était les principales remarques sur le texte de l'impliquant. Et je ne sais pas si si quelqu'un veut ajouter un dernier mot, Dr. Salomon. Oui, j'aimerais ajouter un dernier mot, c'est par rapport, alors je vais pas, c'est par rapport à l'utilisation du subjonctif. Alors, dernier mot, bien entendu, j'espère, parce que je voudrais qu'il dépose en mémoire plus ou moins conforme, parce que moi personnellement, je le félicite pour le travail. Un travail n'est jamais parfait, mais quand même, par exemple, si on va à la page 8, je crois, deuxième paragraphe, alors je dis la phrase, en effet, marqué par toute une série de complexités, le phénomène d'enfants en situation de rue n'avait pas rendu la tâche facile aux chercheurs pour aboutir à une définition qui fasse l'unanimité. Bon, après, je ne comprends pas l'utilisation du mot du mot face ou bien du subjonctif. Du coup, je lui demande de faire attention à l'utilisation du subjonctif qui fasse unanimité. Pour moi, rien ne justifie le subjonctif à ce niveau-là, pour moi. Et ça se situe à d'autres niveaux. Et il faut qu'il revoie un petit peu les techniques, méthodes d'utilisation du subjonctif. Voilà, il faut qu'il revoie les règles. Voilà, c'est le dernier mot et je tiens à le féliciter en tant que, je ne sais pas s'il est déjà avocat, mais il a tout le potentiel d'un avocat. Et il a un verbe. Du coup, je vois en lui s'il n'est pas déjà un avocat potentiel. Du coup, je le félicite pour son travail. C'est bon, vous m'avez entendu? Et... Merci infiniment, hein? Merci. D'accord, ouais. Ok, s'il n'y a plus de réaction, c'est... Alors, je ne sais pas si je dois me prononcer, si je dois dire quelque chose, Monsieur le Président. Vas-y, rapidement. Eh bien, Monsieur le Professeur, je ne vais pas réagir parce que je sais que, comme je l'avais dit lors de ma première soutenance, on a toujours besoin des aînés, des épaules des aînés pour pouvoir voir plus loin. Nous sommes là pour apprendre. Hein. Nous allons corriger tout ce que nous avons à corriger dans le texte parce que vous êtes mes aînés, vous êtes là pour me permettre d'aller plus loin. Merci aux membres de ma famille qui m'ont soutenu. Merci à Madame Rose Luscado qui m'a beaucoup applaudi. Merci à ma femme. Merci à tous mes collègues de la promotion. Merci à M. Luther. Merci à tout le monde. Merci vraiment. Merci à l'IUS. J'aurais dû, depuis 15 ans, faire ce pas. Je n'avais pas pu. Merci. Merci, M. Providence. Merci, M. Sylvestre. Merci, M. Salomon. Merci, Président. Honorable membre du jury, cher Impétra, membre de l'assistance, je vous remercie pour votre Merci, M. Zidore. assistance. Donc, on met fin à cette séance. Merci. Je ne sais pas qui va arrêter la